Alors, ces années 67 sont merveilleuses, magiques et d'une intensité totale. Alors, je ne sais pas où donner de la tête parce que c'est effectivement là le chant le plus attractif puisque les percolations sont simultanées mais c'est la vie permanente. Tout est braqué en simultanéité exponentielle, explosive. C'est la furie totale. Euh, 67, donc c'est mon petit passage à l'armée où je fais quand même 2 mois. C'est fantastique, je vois un papillon. Je vois un papillon, ça, c'est la montée Young. Apprenez à écouter ce que vous êtes habité à voir. On ne le voit pas dans le champ là, mais il est hors champ, mais c'est très bien. Il y a un papillon qui vient de rentrer. Alors c'est pas une mouche justement, c'est magnifique. La Montigny a dit apprenez à voir ce que vous êtes non, apprenez à écouter ce que vous êtes habitué à voir. C'est génial. Bon voilà, petit aparté. Et donc moi, je suis dans cette putain d'armée 2 mois où je réussis en me pissant dessus en permanence, j'ai réussi à être éjecté. Ils vont me rappeler, hélas, l'année suivante. Je pensais que c'était réglé. Et évidemment, pendant ces 2 mois, je rentre à Saint-Seur-la-Vicomte, je viens de faire mes 2 mois, je suis branché arto total. Je me dis, bonne expérience, il faut que je rencontre Artaud quelque part. Il faut que j'en sache plus. Il y a un hôpital psychiatrique à proximité, à 10 km de Saint-Seur-le-Vicomte. Il y a une centrale psychiatrique, c'est-à-dire c'est la maison mère de l'hôpital psychiatrique de Caen. C'est la maison mère, c'est là, il y a le rassemblement total avec les bonnes sœurs, etc. C'est l'asile en Normandie, en Basse-Normandie. C'est la centrale est à 10 km de Saint-Seur-le-Vicomte. Je me débrouille. J'ai aucun diplôme, évidemment. Je falsifie un document pour faire croire que que j'ai un petit diplôme d'ergothérapie pour rentrer dans un atelier d'ergothérapie. Et il est facile à faire. Bon, il n'y a pas de photocopie, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de machin, mais on peut simuler, on peut faire vite des trucs comme ça. J'ai fait même 2 ans d'art appliqué, c'est facile de faire un petit faux, etc., avec une photo, etc. Et donc j'arrive à faire ça, et donc je rentre dans un atelier, et là je suis complètement effaré, je rentre dans cet atelier d'ergothérapie. Évidemment, immédiatement, je veux tout transformer, parce que c'est insupportable. En fait, ces gens-là ont extirpé dans la masse des patients, enfin des malades, les quelques personnes qui avaient une relation avec les arts plastiques, la décoration, etc. Un peintre en lettres, un endroit, un autre, il n'y a même pas un décorateur, enfin une sorte d'artisan, machin. Et pour le rendement, pour gagner un peu de sous, pour la fête de la fin d'année, où toutes les familles viennent et achètent forcément des trucs, on a trouvé, donc c'est pas du tout de l'ergothérapie, c'est pas du tout pour aider, pour être en soins avec les patients, c'est simplement du rendement, de l'esclavage, de l'exploitation totale, en leur demandant de faire des petites boîtes, des petites poteries, des merdouilles comme le pot de yaourt pour la fête des mères, des merdes absolues que de toute façon tout le monde achète uniquement pour la fête, pour aider. Donc les familles achètent à la fête, ils arrivent. Il y a même un Mongolien dans l'atelier où je suis, à qui on a attribué la tâche de faire toute la journée des confettis. Alors, il est là, on lui donne plein de papier, et il fait des confettis, et il remplit les sacs, et hop, et pour la fête, 3 francs le machin, le sachet, etc. C'est abominable. Je suis furieux. Donc, au bout de 3-4 jours, je suis à peine arrivé, je vire tout le monde, et puis je vais chercher d'autres gens
dans la cour de récré, enfin la cour de récré, enfin la cour des miracles, je vais chercher. On est déjà, là où je suis, en ergothérapie, il y a au moins 6 ou 7 clés, 6 ou 7 portes pour franchir, pour arriver dans ce terrain, à un plateau qui est déjà de la haute surveillance. Et là, dans la cour des miracles, j'en prends d'autres. Je prends des gens divers, et je les ramène dans mon atelier. Je transforme tout. Je demande pas la permission. Je badigeonne tous les murs. Je colle pas. J'accroche du papier du haut en bas. Je remplis tous les murs de papier pour faire travailler tout le monde, pour bosser, etc. Et on fait du son, enfin, je fais une espèce d'expression collective, etc., en m'attachant à chacun, et puis en essayant d'intervenir au niveau collectif, etc. Pour brosser vite le bordel, etc. On m'interdit de faire ça, etc. J'insiste, etc., etc. Bon, et puis, en fait, c'est vraiment terrifiant. J'ai choisi parmi les 25 à peu près personnes, j'en ai choisi 2 avec qui je parle tous les jours, qui me semblent, évidemment, c'est une confusion totale, parce que en apparence, ils sont pas du tout, sont des patients qui donnent pas l'impression d'être des patients, mais qui sont bien internés, évidemment. Ils viennent tous les 2 de Centrale, c'est-à-dire ils étaient en tôle, ils ont tout fait pour se faire passer pour des gens irresponsables de leurs actes, pour se retrouver en psychiatrie. Une erreur, mais bon. Enfin, pour tous les 2, ils ont regretté beaucoup, parce qu'ils se sont retrouvés reconnus irresponsables de leurs actes. Ils ont tout fait pour se faire virer, pour se retrouver en psychiatrie, alors qu'ils étaient à la centrale. Un peu comme dans Vol au-dessus d'un nid de coucou. C'est à peu près ça. C'est à peu près le même. On peut imaginer, c'est le même champ d'action, etc. Même climat, même atmosphère. Un truc épouvantable. Moi, je ne sais même pas. Mais bon, par Artaud, je commence à connaître bien les. En fait, c'est épouvantable. C'est les douches froides, c'est la camisole de force, c'est les électrochocs, etc. C'est terrifiant. Tous mes collègues, sympathiques comme ça au demeurant, en fait, c'est des filles effets salopards, etc., qui jouissent au moindre truc pour essayer d'exercer leur pouvoir. C'est un truc affolant. J'en reviens pas. Je comprends même pas. J'ai un collègue qui fait de la poterie, là, dans l'atelier, juste à côté de moi. Il est sympathique comme ça, puis il est terrifiant d'un seul coup. Il prend le pouvoir, et puis il décide que ça le dérange, etc. Donc, paf, tac, il est capable d'envoyer un patient aux électrochocs parce qu'il est emmerdé. C'est terrible, 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 terrible. Donc, j'ai 2 patients parmi les autres. L'un qui me dit, bah, tu peux m'acheter le monde le matin. Moi, donc j'arrive tous les matins, donc je lui amène le monde. Et puis au bout de peu de temps, il me dit, bah, oui, j'apprends par cœur les codes de la bourse, ça pour ne pas. Je dis, mais pourquoi t'apprends pas? Alors moi, je suis branché poésie. Je dis, pourquoi t'apprends pas des beaux poèmes? Ah, je je veux pas avoir de rapport sensible. Je ne veux pas, je ne veux pas du tout être souillé par l'émotion. Oh, bon, il me parle comme ça, le mec. Ah bon? Il dit, non, 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 je veux un truc robotique. Donc j'apprends les codes de la bourse. Une sorte de Jeanne Chaton qui, chaque jour dans son quotidien fait une espèce de poésie en fait avec les codes de la bourse. Enfin, c'est quelque chose proche de ça, ça me fait penser à ça. Et donc, mais c'est incroyable. Et ce mec, il était décorateur au théâtre de Strasbourg. Il était pilote d'hélicoptère, etc. Enfin, une espèce de fou. Évidemment. Bon, évidemment, il a blessé sa femme à mort, je crois. Ah, problème. Et en fait, c'est un gros paranoïaque, etc. Mais bon, c'est compliqué parce que je suis complètement. Je ne le sais pas au début, il n'en parle pas, etc. Et puis j'ai l'autre, c'est un autre bougre qui est plutôt, lui, dans le plan un peu plus gilet jaune. Il y en a un qui est plutôt dans la situation favorable, un peu dominant. Et puis l'autre qui est plutôt, plutôt proche de ce qu'on pourrait appeler un gilet jaune aujourd'hui, etc.
il travaille dans un garage de vélo, etc., etc. Un mec génial, adorable. Et puis c'est pareil, il a eu un problème. Je le sais un peu après. Et tous les deux sont... Donc il faut savoir que dans ce contexte, en 67, ces patients-là mangent dans des tupperwares en plastique. On a évidemment supprimé tout ce qui pouvait, même les papiers bonbons, même les petits bonbons, les bonbons avec le papier, etc., qu'on défait. Il y a eu tellement de suicides avec ces papiers qu'on déplie et qu'on replie, qu'on plie, pour en faire des lames de rasoir pour se couper les veines, que même les petits bonbons sont éliminés du circuit, quoi. Ils sont pas là, on n'a pas le droit de filer un bonbon, etc. Donc les clenches, des portes, il n'y a plus rien. Alors évidemment qu'il n'y a pas de fourchette, il n'y a pas de couteau, ils mangent avec les mains. Donc tout le monde mange à la cantine avec les mains dans un tupperware, dans un truc en plastique. Et encore, même dans les tupperwares, il y en a qui ont mordillé, qui ont réussi aussi à se couper les veines en coupant ce plastique. Enfin, c'est un truc, c'est affolant, etc. La nuit, ils sont tous ensemble, ils sont dans des dortoirs de 30, puis il y en a 15 qui sont en hystérie totale, qui hurlent toute la nuit, etc. Donc, il n'y a pas de discernement pour... c'est pas une question de faveur, mais à un moment donné, on peut quand même... On pourrait ranger dans des champs, ne pas mettre un type complètement en hystérie à côté d'un autre qui a cette approche un peu distancée, qui peut se contenir quand même, etc., médicaments ou pas, etc., tout le monde est dans la même porcherie, quoi, voilà, donc c'est terrifiant. Alors moi, il n'y a pas longtemps encore, j'adorais Dali, etc., je me dis pourquoi ces gens-là ne peuvent pas émettre à un moment donné une singularité qui serait pas attachée à la domination du geste normatif que chacun peut émettre dans son existence, dans sa soumission, etc., etc. Donc ces gens-là, c'est inadmissible qu'ils soient là. Et je commence à trouver une idée, comment je pourrais faire évader. Mais l'un des deux, je ne peux pas en faire évader deux. Donc c'est compliqué, je cherche une idée, etc. Bon, je vais pas, c'est trop long à expliquer, enfin je fais court. J'ai vraiment, je deviens obsédé là de cette histoire. J'en parle à quelques amis, etc. J'en parle à Émilie, ma femme, etc. Comment faire, etc. J'ai une vague idée pour faire évader un des deux. Je vais tirer la courte paille, un des deux, pour rester correct. Bon, c'est le décorateur de Strasbourg qui gagne. Donc le vélo, il va pédaler longtemps, etc. Donc il est triste, mais il me dit, bon, bah, il est OK, il dit, bon, là, c'est comme ça, etc. Alors évidemment, faire évader un malade tout en faisant croire qu'il s'est évadé tout seul, c'est pas fastoche. J'ai 3 amis, et ma femme, et puis 2 autres filles, pour m'aider. Je passe, c'est très complexe, mais je passe. On arrive à faire évader, et moi, évidemment, j'attends un petit peu, et je lance le truc en disant Schubel s'est évadé, il s'est évadé. Et j'en vois tous mes collègues, évidemment, de l'autre côté, alors qu'il s'est évadé à droite, j'en vois tout le monde à gauche, etc. Ils ont le temps d'arriver à Caen, etc., etc. Donc de faire 100 km, etc. Et j'avais mis un petit sas de décompression pour qu'ils aient le temps d'un peu de se barrer, etc. Changer, machin, etc. Bon, je veux aller... Bon, ça s'est très mal terminé au bout d'un mois, etc. Finalement, il a fini par se faire prendre, mais il a tout fait pour se faire prendre, etc. Et là, il a été acculé avec, je sais pas, 5 cordons de CRS, etc. Puis après, il s'est suicidé. Donc, je démarre dans l'existence avec vraiment un poids énorme, un échec total humain, quoi. Un échec total humain. Et je connais pas l'antipsychiatrie. Et on me dit, mais c'est con, tu sais qu'il y a une antipsychiatrie en Italie, puis il y a un mec en France qui a monté un truc là, à la Borne, il s'appelle Félix Guattari.
Je ne connais pas encore, je ne sais pas, je ne suis pas du tout branché, etc. Donc je suis assez seul, j'ai plein d'emmerdes. Évidemment, moi je suis mis à la porte pour faute professionnelle. C'est-à-dire qu'une évasion ou un suicide, c'est inadmissible dans le service, donc viré. Et là, tous mes collègues, terrifiants, c'était très dur. Parce que tous mes collègues viennent dire mon pauvre, toi avec des enfants, etc. On imagine bien le problème, etc. Écoute, on va t'aider. Donc j'ai les syndicats, le machin, tout le monde commence à monter un truc pour m'aider. Donc ils viennent à la maison. Donc Amélie et moi, complètement responsables, on est obligé de tricher, de dire ah, merci pour votre aide, etc. C'est-à-dire qu'on a des gens qui veulent nous aider, alors que c'est nous qui avons tout fait pour... Bon, voilà. Donc ce malentendu-là, cette confusion-là, elle est encore plus terrible. Elle s'ajoute... Enfin, il n'y a pas eu encore le suicide du patient, mais elle s'ajoute au problème. En plus, une des copines s'est retrouvée enceinte de ce mec que j'ai fait évader. On est en 1967, donc il a fallu absolument trouver un plan. C'était terrifiant. Avortement, on se retrouve comme la situation actuelle aux États-Unis. Quoi. Voilà, il faut trouver. Enfin, c'était un truc terrible. Là, j'en ai chié pas mal par rapport à cette histoire-là. Plus tard, je fais vite là, mais plus tard, quand je rencontre Félix Guattari, grâce à Jean-Jacques Lebel, Félix Guattari me dit tu avais raison, c'est bien ce que tu as fait. Tu avais raison, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut sortir de ce truc-là. Alors évidemment, il y a des P, il y a un petit peu d'accident, etc. Mais il faut sortir de toute cette histoire-là. Donc tu as eu raison. Donc je suis un peu allégé, mais beaucoup plus tard. Donc voilà, donc c'est un truc lourd. C'est ma première performance, en fait. Ma première performance situationniste d'action, qui n'est pas un rapport direct pour goûter la sensibilité, l'émotion, les machins, l'esthétique. Ça, c'est un truc actionniste, direct. Tac. C'est sociologiquement ma première performance. Voilà, parce qu'elle est vécue, elle est secrète. Il y a 15 personnes qui sont au courant. Je ne raconte pas les trucs parce que c'est hyper compliqué. Hyper compliqué. Il y a 50 anecdotes dans cette anecdote qui sont d'une richesse énorme. À tous les niveaux. C'est pas la peine. Mais c'est vraiment un truc d'une grande richesse. J'ai mis en relation plusieurs personnes, etc. Je suis hyper responsable. Donc, je me prends tout ça. Ça brûle aussi. Ça brûle. Et ça oriente aussi ma position, etc. C'est pas... Je regrette pas. Je suis dans la confusion, abasourdi mais je ne regrette pas. C'était pas possible de ne pas le faire. Voilà. J'ai des amis aujourd'hui qui sont dans... Parce que il y a comme une régression. Et quelquefois j'en parle, et j'ai des amis qui sont dans ce champ-là, qui sont éberlués, qui me disent oh là là, peut-être qu'il faudrait revoir les choses et tout, parce que tout a été abandonné. Enfin, j'ai l'impression qu'on recommence et qu'on réinflige différemment, c'est-à-dire qu'il y a à nouveau la médicalisation. Elle est affolante, et on retrouve à nouveau le chant, cet intolérant chant d'une espèce de torture complètement légitimée par le système. C'est épouvantable. Voilà. Donc finalement, c'est un échec humain. Je l'ai vécu hyper mal, et en même temps, je ne l'ai jamais regretté. C'est très compliqué. Alors forcément que ça m'a rapproché d'Artaud, beaucoup, même si c'était
sous l'autre face. Je me suis vraiment chouetté ça, je souhaitais comprendre, bah là j'ai compris. Hein. Et alors tout ça c'est mêlé avec mes approches différentes où en même temps il se passe plein de trucs. Quand j'étais dans cette armée il s'est passé beaucoup de choses aussi. Les 2 mois, on ne peut pas sortir. Bon, avec un copain de l'armée, à un moment donné, on s'est dit, bon, au bout d'un mois, on fait le mur quand même, merde. Et on sort pour les picoler, en fait. Et là, je vois dans la rue une affiche. Outrage au public. Oh putain, c'est quoi? Moi j'étais titillé auparavant avec cette idée de théâtre, etc. Et je vois une affiche, outrage au public. Je regarde, le théâtre, machin, etc. C'est quoi là? Peter Handke, outrage au public. J'étais à Épinal, donc envoyé dans un camp de redressement un peu. Là, et donc un truc. Et là, je dis, oh là là, c'est dingue, ça doit être génial. Et je dis à mon copain, écoute, moi je vais aller tant pis, je vais. Demain, là, je ressors, mais pas pour aller picoler, je vais donc au théâtre. Et je me suis tapé Outrage au public de Peter Handke. Ah, fantastique, alors là, blanc, je dis, putain, c'est génial, le théâtre c'est génial, etc. J'ai adoré, etc. Bon, voilà. Ça m'a choqué et ça m'a remis dans ma position d'appréhender le théâtre comme quelque chose qui pouvait être vraiment mon champ d'action. Donc c'était génial. En même temps, je suis à Caen assez souvent parce que j'habite toujours Saint-Sauveur-Vicomte, donc je vais à Caen assez souvent. Et à Caen, donc je suis toujours intéressé par le rock'n'roll qui s'est développé. Hein, on est arrivé au rock. Vraiment, on a vraiment quitté toutes les Sylvie Vartan et les Johnny Hallyday, évidemment, depuis un bout de temps. Hein. Et donc, à Caen, il y a un groupe incroyable, dont le nom est fantastique. Ça s'appelle l'Indescriptible Chaos Rampant. L'Indescriptible Chaos Rampant. Le nom est magnifique. Déjà, le titre, on entend une musique. Donc en fait, c'est une espèce de musique psychédélique totale. C'est très 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 proche du premier groupe de Fox, avec son Crium Delirium, très proche. Proche de Gong, avec David Allen, etc. Et proche de Magma, qui va arriver, etc. Donc, quand je vais à Caen, je suis hébergé par cette espèce de groupe complètement fou. Donc je suis hébergé, ils ne sont pas tous ensemble, mais il y en a 3 qui sont ensemble. Je suis hébergé, je ne sais même plus les noms, etc. D'ailleurs, ceux-là, ils sont morts d'overdose pas très longtemps après. En fait, ça n'a pas duré si longtemps que ça. Certains sont encore bien vivants, mais sur les 5, je ne me rappelle plus trop si c'est 5 ou 6, etc. Je suis hébergé à Caen, donc par l'ensemble des corps rampants. Je me rappelle que la baignoire, il chie dans la baignoire, il y a des merdes qui flottent. C'est pas très clean, quoi. C'est le chaos rampant total, etc. Ils sont toujours défoncés. Et ils sont incroyables, je suis complètement fan de leur musique, etc. Et c'est au même moment où moi je lis, je découvre Grotowski. Par l'intermédiaire, parce que j'ai un... il y a une librairie universitaire, mais plutôt penchée ésotérisme
mais génial, à Caen, qui s'appelle la librairie du XXe siècle. Et le mec va m'acheter, un an ou deux après, chaque jour un dessin. Mais à cette époque-là, bon, j'y passe. Il est déjà. On est déjà en mai 68, quoi, dans sa librairie, sa vitrine, c'est de la folie, etc. Il écrit des mots partout. Il est c'est complètement fou, quoi. C'est une sorte de vitrine comme un Ben qui écrirait un mot à chaque fois pour chaque bouquin, pour vanter les bouquins. Il y a toujours une anecdote, machin, etc. Celui-là est bon, celui-là c'est nul parce que ceci, parce que cela. Et donc il me dit, tu devrais lire Krishnamurti et Lanza del Vasto. Bon, alors, je lis Krishnamurti et je suis intrigué parce que ils parlent tous les deux de Grotowski et théâtre, Grotowski. Alors évidemment, je plonge dans Grotowski. Alors là, je suis allumé total. C'est complètement fou. J'adore Grotowski. Bon, j'adore Grotowski. Voilà. Je trouve que c'est fabuleux. Il va falloir que je rencontre ce théâtre, etc., etc., etc. On est toujours en 67 et il se passe plein d'autres choses encore. J'apprends que par Roquigna 7 qu'il y a un mec qui s'appelle Henri-Jean Hainu qui l'année suivante va créer son journal underground hyper important, mais après Roquigna 7, après le Quéton, à Paris, qui va faire un journal, et qui vient de faire un manifeste avec Félix Guattari contre la guerre au Vietnam, etc. Et il me procure des trucs, Roquigna 7 me donne des trucs, etc. Donc, l'année passe, etc. Il y a plein de trucs qui arrivent, etc. Et à nouveau, je suis renvoyé à l'armée. Et là, je suis renvoyé à l'armée. Et mon fils est né, et tout, etc. Et, donc, c'est terrible pour moi. Je ne sais pas comment faire. Et j'ai plus envie de lutter pour me faire virer, etc. Je sais que ça va pas marcher, etc. Je dis, bon, bah, basta. Je vais faire ce que je veux. Quoi je veux. Il y a des trucs. Alors, je vais me dissoudre dans un entrisme pour ne pas me faire torturer et violenter outre mesure. Mais je vais essayer d'être libre dans mon approche soumise. Essayer d'être plus moi-même. Alors, il y a quelques trucs que je décide de faire. Mes chaussettes, je garderai toujours mes chaussettes civiles. Jamais je mettrai de chaussettes. Comme si ça reste un peu discret. Je me permets, moi ça me suffit pour avoir une notion de différenciation et de liberté, pour être un peu hors champ par rapport à l'état de soumission dans lequel on se retrouve quand on est à l'armée. Donc je décide certains petits trucs comme ça. Je décide d'être dans l'entrisme total, justement, le contraire de la première année. Dans la session des 2 mois était insupportable, donc là, je décide de faire le contraire, de profiter de tout ce qui est profitable, mais de rester en distanciation. Et là, je commets plusieurs trucs, etc. Je passe mon temps entre être en prison et puis d'être le roi. Voilà, c'était... J'ai même réussi à avoir une chambre avec un piano, et puis après, un mois et demi après... Enfin, total, je ne devais faire que 16 mois, comme tout le monde. On n'a pas tenu compte des 2 mois que je venais de faire en 67. On les a reniés. Donc j'ai refait ce qu'on appelle les classes. On recommence tout. Et on oublie que j'en ai fait 2. Et puis hop, comme j'ai fait presque 5 mois de tôle en tout, je me retrouve j'ai fait 21 mois d'armée, alors que je devais en faire que 16. Et comme j'étais soutien de famille, j'aurais dû en faire que 12. Donc là, je suis un peu débile, voilà. Mais j'ai quand même réussi à m'épargner certains trucs pour à la fois être un peu dans cette espèce de liberté qui n'est que mentale, bien sûr. Tout est relatif. Et donc, chaque matin, on me disait « Hugo, de pas en avant, montez votre pantalon ». Enfin, je veux dire, au bout d'un certain temps, hop, et tout le monde y l'a, etc. En plus, mes chaussettes, déjà en civil, ça se fait pas trop, mais moi, à l'armée, jamais j'ai mis
les chaussettes de la même couleur. J'en avais toujours une bleue et une jaune, une rouge ou une verte, ou une noire, une grise, une blanche ou une noire. Jamais je mettais la même chaussette. C'était mon luxe. Voilà, mon luxe de libertaire à, à 1 centimètre de la discrétion. C'est-à-dire qu'il suffisait de soulever légèrement et j'étais à la différence totale, absolue. Et on n'a pas manqué de... Ils arrivent à trouver ça drôle, et puis ça faisait marrer tout le monde, etc. Et, oui, on m'a proposé de peindre. J'ai peint toute la caserne, en fait. Alors c'était génial, bon, on me donnait de la peinture, etc. Bon, je faisais pas des trucs qu'il fallait forcément faire. On m'a dit, oh là là, t'exagères un peu. Mais bon, on était à l'armée, donc ça faisait un peu comme les étudiants à l'université en médecine, qui font un peu leur truc un peu grivois, etc. Donc c'était l'armée, donc j'avais le droit quand même. Non, il y avait il y avait toujours deux, trois trucs qui bandaient par-ci par-là, il y avait toujours des petites érections, etc. Bon, il y avait un côté libidineux forcément à l'armée, et puis j'en tenais compte dans la mesure où ça faisait marrer tous les autres, etc. Donc moi c'était amusant, etc. Donc voilà. Et puis paf, tout changeait le lendemain parce que j'avais décidé un truc, j'ai fait plusieurs coups, etc. J'ai quand même mis le feu au réfectoire à un moment donné, parce que ça m'énervait, etc. J'ai allumé, alors évidemment, il y a toujours les piquets d'incendie, ça n'a pas duré longtemps, ça a noirci que le plafond, etc. Donc j'étais encore en tôle, etc., etc. Donc ça m'a rajouté des... Mais j'ai quand même me suis donné l'impression d'être en semi-liberté, dans cette espèce de soumission totale. Donc voilà, donc mon armée, mais elle était riche. J'ai fréquenté pas mal de gens très différents que j'ai maintenus après. Et dans cette armée, à un moment donné, comme j'étais toujours puni, la plupart du temps, quand j'étais pas en tôle, j'étais de garde. J'étais des gardes sur les côtés où il n'y avait que les officiers qui passaient, etc., etc. Et donc on le voit quelquefois quand on passe devant une caserne, ils ont les casques blancs, le ceinturon blanc, et en fait on est de service et on ouvre le portillon, etc., pour passer les bagnoles, etc. Et on a une petite guérite, un peu plus grosse que la guérite où on n'est que debout. Donc on a comme un petit bureau, c'est minuscule, hein, je sais pas, moi ça fait 5 mètres carrés, etc. Mais on peut être assis, etc. On peut écrire, etc., etc., etc. Et donc mais toutes les 2 minutes, il y a une bagnole, etc. Et là, quand je suis dans cet état-là, à un moment donné, je vois un mec qui arrive, un peu hirsute, etc., qui se présente en me disant, je viens me livrer, je suis déserteur. Ah bon? Je dis, oh, putain, mais t'es sûr de ton coup, là? Oui, moi j'en ai ras-le-bol, etc. Donc, parce que ils emmerdent mes parents, etc. Donc j'ai quitté l'armée, je me suis barré. En fait, il a fait un peu comme moi, il avait oublié de... Et ce mec s'appelle Jacques Lullet. C'est devenu mon copain après. Bon, il est mort, hélas, là, aujourd'hui, mais c'est devenu un ami... il faisait du théâtre. Et moi, on était. Je sais pas quoi foutre moi, dans cette guérite. Et j'avais plein de boîtes les boîtes familiales d'allumettes, les grosses boîtes d'allumettes. J'en avais 10, 15, et c'est bzzz, bzzz dans chaque boîte parce que j'avais un bourdon, j'avais une guêpe, je m'emmerdais, donc j'arrivais pas à choper à chaque fois une petite bestiole, et j'avais ma musique, bzzz, bzzz, et me dit, qu'est-ce que tu fous avec ça? Je dis, je fais des concerts avec mes petites boîtes d'allumettes, bzzz, 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 bzzz. Et puis je dessinais aussi, bon, j'arrivais à faire mes trucs, on est devenus potes. Donc je passe tous les trucs, c'est long, on est devenus potes, et on s'est pas quitté pendant un bout de temps. Et lui, il venait de quitter, il était comédien, il était même structuré totalement, il était comédien à la Comédie de Caen, il avait de l'argent, il faisait tout en taxi d'ailleurs, tellement il avait de fric dans sa situation, etc.
Et il avait décidé d'abandonner le théâtre pour faire du café-théâtre. Et café-théâtre, c'est plus la même chose. Si on fait tout soi-même, on n'a plus le rapport à la troupe. On n'est plus dans cette approche avec un truc directionnel, avec les dépendances, les machins, les responsabilités, le pouvoir, le sous-pouvoir, les esclaves derrière, les machins, les trucs. Mon idéal, moi, on peut tout faire au théâtre, on peut tout faire, non, on peut pas tout faire. Le metteur en scène, c'est le metteur en scène, le décorateur, c'est le décorateur, les comédiens, c'est les comédiens, il y a les éclairagistes, les machins, il y a les sous-fifs, enfin, il y a tout, il y a toute la prédisposition d'un pouvoir absolu qui fait, comme partout dans toutes les situations, si tu veux, du bas jusqu'en haut, la pyramide, quoi, la pyramide du pouvoir. Et là, le café-théâtre, c'est autre chose. Le café-théâtre, c'est on écrit son texte, on le monte, on le fait soi-même, etc. On gère tout. On fait ça. Alors, il faisait des bandes son, donc immédiatement, quand on s'est rencontrés, j'ai tout de suite usé avec lui pour les bandes son, parce qu'il enregistrait tout. Il enregistrait. Au début, il travaillait qu'avec il avait deux albums 33 tours de musique américaine, que tout le monde connaît quand même encore aujourd'hui. Ces deux albums où étaient enregistrés une femme qui accouche, un hélicoptère, un poisson qui sort de l'eau, des grenouilles, enfin tous ces bruits qui étaient préenregistrés. Et avec ça, il faisait des montages sur ses bandes magnétiques. Et puis après, il a largué il a largué très vite ces albums là, de musique préenregistrée, etc. Pour faire lui-même, avec un agra de France Culture. Donc très bonne définition, etc. D'enregistrer absolument tous les bruits. Donc il était tout le temps en train d'enregistrer n'importe quoi. Et il faisait ses bandes son. Et moi, j'étais avec lui, je faisais tout ce qui était borboring, machin, etc. Je faisais mon yaourtage russe. Je faisais tous mes bruits, et que lui découpait, remontait, etc. Donc il m'a bien absorbé, prélevé, pour remonter ces trucs. C'était génial. Et puis, évidemment, j'ai participé, même si c'était du café-théâtre où il faisait tout lui-même, j'ai très vite participé. Je faisais déjà les affiches, etc., toute la com, et puis ensemble, les décos, etc., etc., etc. On a bossé quand même une bonne dizaine d'années. Donc, ça s'est terminé. Moi, je parle de 67, 68, là, on est arrivé en 68, la deuxième année où je retourne à l'armée. De 68 au dernier spectacle ensemble au Théâtre Essaillon, c'est-à-dire le théâtre de la cour du Café de la Gare, c'est-à-dire là où il y avait Romain Bouteille, là où il y avait Coluche. On était d'ailleurs le midi au bar, on mangeait tous avec toute la bande, avec tous ces gens-là. Mon copain Lulé était assez terrible. Très vite, il a envoyé chier tout le monde. C'était mon ange noir. Hein. On est toujours accompagné par la matière, antimatière. Donc j'avais mon ange noir et moi j'étais son ange blanc. Il était furieux, quoi. Il était furieux. Il avait une approche d'un cynisme effroyable. Il était dur. J'ai jamais été épargné. Donc j'ai toujours appris à être secoué, etc. Donc ça m'a... mon rapport à ma sensibilité, à mon amour-propre, tout ce qui est lié à cette espèce de situation où on est vite blessé. Ouh là là, j'ai été à bonne école parce que j'ai eu quelqu'un qui me dit c'est de la merde ton truc, et c'est de la merde, c'est nul tes performances, c'est complètement con, etc. En permanence, je craque.
Et bon, et moi je disais, mais de plus en plus ton théâtre, etc., etc., etc. Donc j'ai commencé à trouver le théâtre absolument de plus en plus insupportable parce qu'il y avait une espèce de mainmise, une espèce d'absolu comme ça qui convenait pas. Et j'ai tellement été à un niveau extrême, puissant, supérieur, en partant de Artaud, en passant par Peter Handke, avec en plus les lectures de Grotowski et cette histoire en 68 avec le Living Theatre qui est venu camper pendant un mois à la Maison de la Culture de Caen, etc., où il y avait le summum à cette époque de la recherche, de l'exigence du théâtre le plus pointu. Il manquait que Cantor, que j'ai découvert quelques temps après, etc., mais il y avait tout. Et c'est dans cette période, en étant à l'armée, où on m'a proposé, on m'a dit, mais tu sais que tu as le droit, tu es à l'armée, mais tu peux passer ton permis de conduire, tu peux faire un stage si tu veux aller apprendre à aller dans une école, etc., faire un truc, etc. Et là, je me suis dit, waouh, j'apprends que il y a un stage Grotowski au Théâtre du Centre à Aix-en-Provence, c'est Bourseillet. Donc c'est un truc institué. Théâtre du Centre, c'est un peu comme la Maison de la Culture de Amiens ou de Caen à cette époque-là. Alors je fais une lettre, j'ai tout mon temps, je suis à l'armée. Je fais une lettre de motivation exceptionnelle. J'ai un copain qui à Caen donne des cours méthode Grotowski. Il me dit, oh, tu l'auras jamais, c'est pas possible, tu peux pas l'avoir. C'est un truc, d'abord, il n'y a que 15 personnes, tu peux pas, tu n'as pas fait de théâtre avant, etc., etc. Eh ben, je suis pris. Je suis pris. Je suis pris. Je suis à l'armée, je suis rasé et j'arrive. J'arrive avec des poilus, des gens qui ont des cheveux jusqu'ici. C'est international. Il y a peut-être 3 Français, etc. Et je me passe mes 3 semaines. 3 semaines intenses, j'ai les genoux en sang, les coudes en sang, etc. Et il y a un truc qui va plus. Alors je suis ébahi, je suis épaté, etc. Et à un moment donné, je peux pas. Donc je refuse de faire pour le finissage, de faire ma journée, etc. Donc je pars la veille de mes 3 semaines, etc. Avec un refus total, en disant de toute façon, c'est de la merde, plus jamais ça, c'est du totalitarisme, c'est un truc, c'est pas possible, c'est la gouroutisation totale, c'est pas possible. Ça me fait penser par rapport à, avec le différé, hein, je veux dire, je pense à des gens comme Yann Fabre aujourd'hui, bon là il est un peu dans les choux là, mais je veux dire, de toute façon c'est parce qu'il est comme ça, mais je veux dire, il y a peu de temps encore, c'était encore le héros du théâtre, etc. Tout le monde me disait, tu détestes le théâtre, mais tu devrais aller voir, enfin on me disait ça il y a 10 ans, 12 ans, tu devrais aller voir Yann Fabre. Je suis allé le voir une fois, que j'ai vu, je suis allé un après-midi, etc., il répétait, et que j'ai vu qu'il faisait répéter 15 fois dans l'après-midi une comédienne ou une danseuse pour vomir un yaourt qu'elle bouffait 15-20 fois pour que ce soit le vomissement le meilleur. J'ai dit, ah ouais, c'est ça le théâtre performance de Yann Fabre. J'ai dit, mais c'est pas possible. Enfin, ça me fait penser à ça. En fait, donc je me suis tapé un truc où j'étais la déception pure, évidemment. Donc, mais en même temps, j'étais allé droit dans un truc supérieur. Et j'ai pas retrouvé ce théâtre. Après, j'ai cherché de temps en temps à aller en voir pour. Et il n'y avait pas à ce niveau. J'ai trouvé que le body art et le rock industriel qui est émergé était plus puissant, plus fort que tout le théâtre. Et puis c'est à cette époque-là que j'ai découvert Ben qui disait que tout est théâtre, et le théâtre est dans la rue.
Tout est théâtre, sauf le théâtre. Bon, je dis, bon, c'est évident, il a raison, c'est évident. Donc, un petit peu plus tard, quand j'ai découvert Robert Filiou, qui disait le théâtre, c'est génial, mais sans les comédiens. Vive le théâtre sans les comédiens. Je dis, bah voilà, il a raison, c'est les comédiens qui foutent la merde. Il ne faut pas de comédiens. Il faut pas. Allez, il faut virer tout ce monde-là, etc. Donc voilà, donc je suis anti-théâtre en permanence, encore aujourd'hui. Alors de temps en temps, il y a des gens qui se rapprochent. Ça arrive. C'est dur de se taper. Alors, régulièrement, on a fait des tentatives. Hein. Il y a quelques années, ce sont même les gens d'Aurillac, là, de ce maudit festival de c'est quoi cette espèce de ce festival de surconsommation totale, d'abrutissement, de théâtre de rue, où tout est convenu. Alors évidemment, de temps en temps, il y a une petite perle dans la masse. Dans la masse de ce supermarché total, entre deux, trois échasses et deux, trois clowns débiles et primaires, et puis deux, trois jongleurs. De temps en temps, il y a un truc qui devient intéressant, mais c'est terrifiant. Et eux-mêmes, à un moment donné, ont décidé il y a 5 ans, donc on est en 2022, je sais plus, en 2016 ou 17, je sais plus, ou 18, je sais plus exactement. Il n'y a pas longtemps, ils avaient l'impression d'être tournés en rond, et c'est eux-mêmes qui ont décidé d'inviter des performeurs pour voir si ça allait fonctionner. Ils ont invité des performeurs, ils ont été ouverts. Ils ont invité la performance dans tous les champs, y compris les trucs trash, y compris les gens qui font des suspensions, etc. Donc on arrive dans un truc un peu space, etc. Mais à peu près tous les champs de la performance, de la plus lyrique à la plus conceptuelle, de la plus minimale à la plus expressive, etc. Donc on était une vingtaine, ça n'a pas marché du tout, évidemment. C'est fondamentalement pas pensable. Donc on était invités, donc ils ont été ouverts, ils ont fait la tentative, table ronde, machin, c'est impossible, c'est deux mondes, on peut pas négocier, c'est pas possible. Tout marche dans une espèce de falsification, tout est induit dans un système, même quand c'est dans la marge, c'est officiel, c'est institué quand même. Ou après on tombe dans le squat avec tous les tics des gens qui ne sont pas dans le circuit et qui font une diète, mais qui n'y sont pas, mais qui rêvent diète, etc., qui font tous les clichés. C'est un peu comme tout le... comment ça s'appelle, le graffiti dans la rue, enfin, le street art, c'est un peu comme le street art, c'est une merde infâme. De temps en temps, il y a une lumière, mais bon, c'est... Enfin... on va pas parler de ça longtemps, je veux dire. Bon, voilà. Donc, j'ai abandonné très vite. Et là, ça s'est démultiplié en 10 ans. C'est-à-dire, ce théâtre et cette danse a gagné totalement. C'est-à-dire, c'est eux qui se sont emparés, qui ont pris le pouvoir totalement. C'est-à-dire que aujourd'hui, toutes les écoles d'art, toutes les universités ont un prof de performance. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Voilà, donc c'est les années 68, etc. En fait, la régression commence très vite. Et avec mon copain Lulé, on avait pourtant tenté des tas de trucs. On avait d'abord monté un groupe, un faux groupe qui s'appelait Vestibule 4, on était 4. Puis dans les 4, il y avait quand même, on était tellement ouverts qu'on avait un physicien avec nous, qui est Bernard Caillot, qui est un des premiers à faire des nouvelles technologies, en 68. D'ailleurs, il me semble que, bon oui, évidemment, c'est pas de la poésie, mais au niveau art, j'ai l'impression qu'il a été omis par notre camarade Jacques Donguy. En lisant, peut-être que j'ai pas lu assez profondément les travaux de Donguy, mais la poésie numérique, tu veux dire. Ça lui a échappé parce que bon, c'est poésie numérique, bon, c'est pas. Mais
Bernard Caillot, bon, c'est pas tout à fait de la poésie, mais c'est quand même, il a une approche Au langage. au niveau du langage, oui. Bon, c'est plastique, hein, bien sûr, c'est plastique, c'est un peintre. C'est un peintre qui peint pas, qui a tout fait par analyse, par programme, etc. Mais depuis les années 67, 66-67, vraiment, vraiment fondé. Enfin, il est reconnu comme un des fondateurs L'art numérique. d'art numérique, voilà. Bon, on était quatre. On était quatre. On a fait plusieurs trucs. Et puis après, on a monté plein de trucs avec. Alors, on écoutait ensemble, forcément. On échangeait. Il m'a appris pas mal de trucs. Il m'a fait connaître Copie, justement, là, une sorte de théâtre, enfin, du texte assez puissant. Et puis, il était fan de Nino Rota. Et donc, j'ai été vite imprégné. On a partagé cette musique. C'est lui qui me l'a vraiment fait écouter profondément. Donc, Nino Rota, fantastique. Alors, évidemment, de Nino Rota, Fellini, etc. Voilà, on a tout de suite, on a partagé tout. Alors, évidemment, au niveau musique contemporaine, musique électronique, il y avait un mec vraiment super, c'est Varese. Varese, c'était vraiment une musique d'humour, une musique de pied nickelé, une musique un peu comme une musique de bande dessinée, quoi. Très tati, au fait, une musique. Donc ça marchait bien, on n'était pas dans la lourdeur, on n'était pas dans des trucs prétentieux, etc. Une espèce de musique savante, chiante, fait pour... Enfin, cette espèce de truc de laboratoire fait pour 5 personnes. Alors, entre une musique populaire qui devient tellement populaire que c'est du gavage d'oie pour la masse, et puis cette musique pour 5 personnes, il y a quand même des... Varese, c'était une musique pour moi... qui pouvait marcher populaire, etc., tout en étant une musique savante, bien exigeante, etc., et drôle, avec de l'humour, quoi. Enfin, donc c'était vachement intéressant. Donc, et puis on a partagé évidemment tous les trucs somptueux du rock de cette époque-là, j'entends. Parce qu'il faut toujours se situer dans les contextes. Donc c'était l'époque où on était à fond... Alice Cooper, etc. Zappa c'était l'époque 67-68, c'était l'époque de... C'était notre approche avec Captain Beefheart, les Mothers of Invention, les Residents. Voilà. Donc c'est un truc fondateur aussi, tout ça. Donc on s'est partagé ce truc-là. Et donc les résidents, c'est assez fondateur forcément, parce que eux-mêmes sont dans un champ du hors-champ total. C'est la folie. C'est la folie. Au niveau de la musique, c'est vraiment le collage total. Et alors, quant aux vidéos, etc., c'est complètement dingue. Donc, on est... Comme autant on souhaitait, dans cette approche avec Lulé, d'une sorte de café-théâtre, c'est-à-dire pouvoir tout faire. Les Residents auraient su à tout faire avec leurs vidéos, etc. Du son jusqu'à la scène, en passant par l'image. C'est du théâtre. Les Residents, c'est du théâtre. C'est du théâtre sonore, etc. Cet ami Jacques Lulé, que peu de gens connaissent, c'est pourtant quelqu'un qui a eu beaucoup d'influence sur les autres. Il est carrément... Tout le monde a entendu parler de... Enfin, tout le monde a entendu sa musique sur France Culture. Il a fait, pendant 25-30 ans, il a tenu les génériques, les papous dans la tête, par exemple. Les papous dans la tête, France Culture. Je pense qu'aujourd'hui, même ta génération, vous connaissez les papous dans la tête. Il est mort il y a... Je ne sais plus, mais attends, si c'est à 3 ans, 4 ans, oh là là,
je ne sais plus trop, mais il est mort. C'était juste l'année précédente, avant sa mort, que enfin ils ont décidé de changer le générique, qui régulièrement était repris tellement c'était bon. Générique, les papous dans la tête. Mais il y a plein d'autres. La fugue du samedi soir sur France Culture. Il y a aussi. Alors, il a fait des émissions sur France Inter, bien sûr. Mais il a. Allegro man non troppo, par exemple. Est-ce que ça te dit quelque chose, ça, sur France Culture? Une émission géniale, géniale. Et donc, il faisait les génériques, et puis quelquefois, il avait un truc de création. Donc, c'était de la musique cinématographique, en fait. C'était de la musique. On écoutait la musique, on fermait les yeux et on avait à chaque fois une histoire. Voilà, c'était à peu près ça. Donc, en fait, il avait rabattu son théâtre uniquement dans la musique. Et j'aimais beaucoup ce Jacques Lullet. Voilà. Et en même temps, c'est l'époque de complètement. Moi, j'étais vraiment branché à Harakiri à fond, professeur Choron. Lullet était intéressé, mais trouvait que c'était trop facile. Trop facile. Donc moi, j'aimais bien le plaf, j'aimais bien les splatchs d'Harakiri, ça me plaît. Et quand Art Press est apparu, le premier numéro de Art Press, j'ai tout de suite acheté Art Press et j'ai passé mon temps encore des années et des années et des années à lire Art Press chaque mois avec Harakiri chaque mois. Et j'ai toujours mixé Harakiri et Art Press. Voilà. Ouais, donc à la même époque, c'est simultané évidemment, tout ça c'est en même temps. Et j'ai déjà parlé de Henri-Jean Henu, etc., qui avait qui a créé un groupe qui s'appelait Filles qui moussent. Donc c'est quand même quelque chose. Filles qui moussent. Et surtout son journal de contre-culture qui s'appelait Le Parapluie, dans lequel d'ailleurs Michel Giroux écrivait. Et en fait, sur Caen, Le Parapluie était livré par mes soins. En fait, j'avais 50-60 exemplaires pour chaque numéro que je distribuais à Caen. Voilà, donc j'avais cette petite responsabilité de répandre le parapluie sur Caen. Bon, c'est cette époque-là, c'est l'époque où j'ai découvert Raoul Vaneigem, etc. En même temps, j'étais fasciné par Timothy Leary, etc. etc. Donc, tout ça, ça fait un magma paradoxal, avec toujours. Mais comme moi, j'ai toujours été intéressé justement par ces percolations, donc tout allait bien, donc j'arrivais à pouvoir fonctionner comme ça, du coq à l'âne, sans problème. Tout me paraissait assez évident. Et j'ai eu ce désir de fuir un peu toutes ces parties un peu ésotériques, un peu au premier degré, sous l'influence de mon ami libraire qui me faisait lire des tas de trucs, etc. J'ai dit, oh là là là, et je dois prendre complètement mes distances. Et j'ai décidé, c'était pas loin, Honfleur, la proximité, bonne ouverture. J'ai décidé d'aller à Honfleur pour rencontrer Éric Satie et Alphonse Allais, vraiment, pour me charger et vivre à fond toute cette histoire géniale des incohérents, en fait. Donc j'avais tout ce qu'il fallait à côté. Alphonse Allais, Éric Satie, génial. Donc pendant une année, j'ai écouté non-stop Éric Satie à fond. Non-stop, non-stop, non-stop. J'ai passé mon temps à écouter Éric Satie. Et j'ai très vite fait... Arrivé à Honfleur, c'était génial. Donc j'ai déménagé avec excès, dans le tumulte total, avec une sorte de performance
déménagement en tracteur, avec tous mes meubles, etc. Traverser Honfleur avec mégaphone, etc. Je suis allé faire une sorte de discours sur le balcon de la maison d'Alphonse Allais, donc un discours épidémique. Enfin, un discours russe, évidemment. Et donc, il y avait des pancartes, je sais pas, c'était un truc de fou. Je sais pas, il y avait une centaine de personnes, un petit défilé, comme un carnaval comme ça. Mais évidemment, un carnaval hors de toute idée de carnaval, tout seul, comme ça, dans la rue, hors champ. Le, 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 le paradoxe total, l'impromptu, célébré comme ça. Bon, j'ai toujours détesté le moulage à la louche et l'idée de carnaval et les gens qui se déguisent le jour où c'est autorisé. Mais alors, se déguiser quand on ne s'y attend pas, ça c'est intéressant. Donc, j'avais des gens, les pancartes, c'était allez Hubo, etc. Abba, Abba, je sais plus quoi, là-bas, Abba, la morosité, voilà, c'était ça. Il y avait une pancarte, Abba, la morosité, bon, c'était drôle, etc. Et j'ai fait une exposition, donc toute l'année j'ai bossé, j'ai fait une exposition autour d'Éric Satie. Et puis je me suis empiffré de tout ce que je pouvais concernant Alphonse Allais, etc. C'était assez génial. Et donc, en passant comme ça les liaisons entre Gong, le groupe Gong avec Camembert électrique, etc. Et puis toutes ces idées saugrenues, et puis l'humour total d'Alphonse Allais, tout ça, ça m'a nourri, et puis ça m'a mis en distance totale avec les Timothy Leary, et puis les Krishnamurti, etc. Et j'ai rencontré, là, grâce à mon exposition sur Éric Satie, le commissaire priseur de Honfleur, Francis Dupuis. Et donc, c'est en 1972, un petit peu plus tard, c'est là que j'ai découvert Jean Dupuis, à l'exposition Pompidou. Et j'ai adoré sa machine, l'exposition Pompidou. Sa machine, son cœur pour 6 cœurs, c'est-à-dire, bon, tout le monde connaît aujourd'hui cette machine fantastique, d'une simplicité extrême, avec une poésie totale, une sorte de machine de nouvelles technologies élémentaires, hyper poétiques, avec peu de choses. J'étais assez impressionné par cette pièce. Et en fait, Francis Dupuis était le frère de ce Jean Dupuis qui habitait New York. Francis adorait Jean, et il retrouvait dans ma démarche un peu ce qui lui manquait. Enfin, son frère lui manquait, et j'étais un petit peu complètement intercepté, comme ça, pour boucher un peu ce trou dans la famille, etc. Donc je suis devenu ami de la famille, on est devenu amis de la famille, toute ma famille, avec leur famille, on est devenus des amis. Et c'était assez génial. Donc cette histoire-là, évidemment, quand j'ai rencontré Francis Dupuis, ça a déclenché un truc énorme. C'est-à-dire, j'ai pris connaissance. Je suis allé voir sa mère à Paris, c'est-à-dire la mère de Francis et de Jean. Et là, j'ai rencontré Charles Dreyfus, chez la maman de Francis et de Jean Dupuis. Et Charles Dreyfus m'a présenté très rapidement plusieurs amis. Et tout a déboulé assez vite. C'est-à-dire, Charles Dreyfus m'a présenté Julien Blaine. Julien Blaine m'a présenté d'autres gens. Et puis Julien Blaine m'a surtout intégré chez les Dockers, dans sa revue Docs. Et là, la bobine s'est débobinée. Et donc,
tout s'est emballé en fait. Et j'ai continué à persévérer pour en savoir un peu plus sur les incohérents, etc. Parce que j'étais fasciné. Et j'ai tout encastré. Comment on dit, bah oui, moi j'ai mixé, quoi. J'ai mixé. Et tout ce débobinage, en fait, bah, il est en cours encore aujourd'hui. C'est-à-dire que la découverte est permanente. Chaque semaine, il se passe un nouveau truc, qui est la conséquence de toutes ces percolations, en fait. Ou alors c'est vrai que c'était vraiment un choc quand même de prendre connaissance de l'existence de Jean Dupuis. Et cette machine, mais il a fait évidemment autre chose. Mais cette attitude, en fait, c'était avec cet humour et cette approche très minimale, très soft, zen, lazy art, comme il dit Jean. C'était incroyable. Moi, maximalisé à fond, dans une espèce d'expressivité totale, etc., d'un seul coup, euh, être en contact comme ça, direct, avec le minimalisme que j'ai retrouvé très vite avec Charles Dreyfus aussi, quelque chose, cet humour, cette distance avec presque rien. Quelle leçon, pouf, le choc. Et en même temps, une fascination totale, un désir de minimaliser à mort, de vouloir être dans le moindre geste, de restreindre tout, etc. D'ailleurs, un peu plus tard, pour me nettoyer en permanence, j'ai participé à la banalyse. La banalyse, c'est postérieur au situationnisme. Et la banalyse, c'est un truc incroyable. Un mixte entre le radicalisme situationniste et puis cette approche un peu pittoresque, avec un humour foudroyant, un peu fluxus, hein, et ce côté totalement hilarant, mais dans la discrétion la plus totale, avec la classe, de se manifester avec un recul et un humour pas loin de celui d'Alphonse Allais, en fait. Et donc un mélange entre un militantisme exacerbé, sans militer, et puis ce regard critique, foudroyant du quotidien, etc. Le banal est analysé, en fait, c'est ça la banalyse. Et avec cette décision de choisir des choses du grand quotidien, de choisir la garde fade, ce nom fade, fadasse, commun, banal, etc. De réunir des gens dans la gare de fade, trouver un billet de train avec une dérogation de la SNCF pour aller à Fade, attendre les trains, et puis faire un toast dès que quelqu'un descend du train. Mais c'était tout un monde pour avoir cette dérogation de la SNCF, pour arriver à traverser la France, pour aller juste à Fade à telle heure, pour juste attendre un train, puis se barrer. Incroyable, fantastique, tout ça. Tout ça, j'en parle parce que ça me fait penser à ce contact, ce premier contact que j'ai eu avec Jean Dupuis. Et donc, moi, je raccorde un peu ça. Jean n'a jamais été militant de quoi que ce soit. Il a simplement une attitude, on peut dire, complètement distancé, total, en permanence. Toujours décalé, total. Avec l'humour foudroyant, voilà, que je n'ai pas d'ailleurs, en fait. Et donc, j'ai apprécié, en permanence, j'ai apprécié. Et donc, j'y pense souvent, me dire, mais qu'est-ce qu'il penserait? Il penserait quoi, Jean, là, de ce que je fais, là? C'est pas possible. Là, je me prends au sérieux, là, c'est pas normal, je me prends trop au sérieux. Donc, à chaque fois, je veux
je veux redéstabiliser, donc je cherche les accidents, les erreurs, les fautes, les ratages, pour être plus puissant, en fait, pour être puissant dans mon indétermination, dans ma perte, dans mon désir d'errance totale. Donc moi je cherche à retrouver en permanence ce qui pourrait être mon trou, mon vide, pour avoir un raccord avec la totale perte de soi finalement. Donc c'est très 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 compliqué. Donc je me macère et en fait je dis bon finalement tout devrait être tellement plus simple, tellement plus simple, tellement plus simple. Et donc je multiplie la simplicité et puis ça devient maximal à nouveau, etc. etc. Bon, et je me perds. Et en me perdant, je me gagne. Voilà. Alors, rebonjour Joël. Alors, une des rencontres importantes, déterminantes dans ta vie, dans ton travail, c'est celle avec Lefebvre Jean-Claude. Peux-tu nous en dire un peu plus? Oui, je voulais mettre ça vraiment en exergue, parce que c'est vraiment une collision essentielle. C'est quasiment la collision la plus conséquente. Il y avait Jacques Lullet, dont j'ai parlé antérieurement, mais Lefebvre Jean-Claude, c'est vraiment l'origine. C'est l'origine, c'est 67, 68, 69 à Coutances, puis à Caen. Et Lefebvre Jean-Claude était vraiment dans une expérience de peinture très 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 engagée. Pour vivre, il était ouvrier à la Savienne, les camions, etc. Enfin, un truc insupportable, etc. Il tenait le coup, etc. Mais à Caen, ça devenait difficile pour lui parce que son studio, avec cette peinture à l'huile, cette peinture hyper toxique pour les camions, etc., c'était plus tenable. Donc, à un moment donné, Amélie et moi, on lui a proposé de venir à la maison. Donc il est venu à la maison quelque temps, et c'était après un peu son atelier, son studio. Et donc à la maison, donc, on a vraiment échangé profondément. Et lui était complètement opposé à moi, complètement. Enfin, c'était pas opposé, il était à une extrême et moi à l'autre. Lui, il représentait vraiment tout ce désir d'utopie expérimentale vers une espèce de méditation, vers un champ, une sorte d'ouverture minimaliste extrême, comme ça, pour s'abstraire de la production. Alors, il venait de produire, il venait de faire pas mal de peintures. D'abord, très expressionniste, mais très vite, l'expressionnisme vers l'expressionnisme minimal, genre Reinhardt, Ad Reinhardt, Newman, et puis Rothko, voilà, Barnett Newman, Rothko, c'était quand même assez important. Il n'a pas fait du sous Rothko ni du sous Newman, bien sûr, mais il était dans cet esprit-là. Et évidemment, fondé aussi avec une structure malévitchienne, à fond, Malevich. Alors, évidemment, notre collision faisait une sorte de raccord contact assez explosif, et c'était une nourriture permanente, etc. C'était génial. Un petit peu de John Cage, toujours. Quand ça sonne, c'est parfait. On n'est jamais seul. Il y a toujours le bruitisme régénérant derrière. Donc, Lefebvre Jean-Claude, c'était vraiment cette accroche, pas spécialement spirituelle, mais une sorte de tension complètement distancée, c'est-à-dire pour surtout ne pas s'encombrer d'un pathos et avoir une distance, une lucidité
de réflexion, etc., avec une méthode, mais quelque chose de simple, parce qu'on pense toujours, bon, art conceptuel, etc. Bon, moi je dis que Lefebvre Jean-Claude, c'est le seul conceptuel français. Je le dis, je le répète sans arrêt. Les autres sont des décorateurs à côté. Lui, s'est vraiment distancé totalement. Il a abandonné la production, totalement. Alors, avant, il a fait cette peinture. J'ai ici, depuis que je traîne depuis les années 70, j'ai une peinture de la première période de Lefebvre Jean-Claude. On en voit un petit bout là, cette peinture. D'ailleurs, il mettait une bougie sur son électrophone, il tenait sa peinture et il laissait tourner la bougie pour faire des cercles. C'était assez fabuleux. Et cette approche, évidemment, hyper nourrissante, moi étant l'opposé, c'est-à-dire étant complètement accroché à la factory de Warhol, le rock, etc. Mais évidemment, dans ma culture, plutôt dada, donc, et harakiri aussi, une incongruité dans mon ton, mais qui me paraissait dans la plus glissante aisance, quelque chose de complètement naturel. C'était évident pour moi. Plus les incohérents de Honfleur, etc., tout me paraissait assez évident. Alors évidemment, cette approche, mais bon, finalement, Malevich et puis les incohérents, on le sait, avec le monochrome et le blanc sur fond blanc et le noir sur fond noir, etc. Tout ça se renourrit, se percole, quoi. Voilà. Donc c'est une espèce de grand mix. Alors donc Lefebvre Jean-Claude, c'est capital pour moi. Voilà. Donc je voulais qu'il puisse être vraiment en exergue parce que il est là dans une sorte de latence permanente. On est toujours ensemble. Et celui qui a pensé, c'est tout récent en fait, celui qui a pensé percoler justement Lefebvre Jean-Claude et Joliot, donc nous mettre ensemble, c'est Laurent Marissal, avec son travail, avec sa revue épisodique, espèce de revue clandestine épisodique qui s'appelle Nada. Et donc le numéro 52, il est Lefebvre Jean-Claude, Joliot. Et c'est fabuleux. Voilà le numéro. Alors, le numéro Q. Critique et utopie, en fait. Q. C'est Lefebvre Jean-Claude, c'est pas moi. C'est lui qui fait cette attraction un peu décalée. Q. Voilà. Journal Q. Donc voilà. Journal Q. Donc, grâce à cette espèce d'intuition parabolique totale de Laurent Marissal, qui s'est dit mais finalement, évidemment, il faut percuter Lefebvre Jean-Claude et Joliot, puisqu'ils le sont eux-mêmes. Mais personne n'avait pensé. Évidemment, moi étant totalement dans une espèce d'approche de saturation totale, alors que Lefebvre Jean-Claude, il est concentré dans son travail de méthodologie totale, où tout est lié à une sorte d'archivage permanent, une enquête sur l'art. C'est le travail de l'art au travail. C'est ça son concept. Mais les gens s'imaginent que c'est un truc chiant, que l'art conceptuel, c'est quoi. Mais c'est déroutant comme simplicité, en fait. C'est la vie la plus élémentaire. Lefebvre Jean-Claude, en fait, chaque jour, il prend connaissance de son quotidien. Donc, ça me conforte dans cette approche que j'ai eue moi très jeune avec les situationnistes qui disaient rendons le quotidien merveilleux, etc., etc. Et Lefebvre Jean-Claude, finalement, il a une approche équivalente. C'est-à-dire que chaque moment est un moment important. Alors, il fait des sélections, il fait des choix, bien sûr. Il faut bien à un moment donné. Autrement, on ne va pas revivre une deuxième fois ce qu'on est en train de vivre au moment où on vit. Mais en sélectionnant, il peut avoir des accroches comme ça qui paraissent
très banalisante d'un côté, ou alors extraordinaire de l'autre. Et donc, il peut vaquer, se déplacer en nomade, une espèce d'errance aussi, un peu comme a pu faire Raymond Hinds, etc., une sorte de dérive situationniste dans son quotidien, en simultané, entre ce qu'il entend, ce qu'il pense, etc., et ce qui lui arrive accidentellement, etc., plus les expos, tout. Enfin, voilà, selon son humeur. Il traduit en exploitant directement la matière temporelle quoi, de ce qui se passe. Et donc, il fait une sorte de journal intime, finalement. Un journal intime pour tous. Et on peut picorer, et c'est son approche de l'histoire de l'art. Donc c'est merveilleux, pour moi c'est merveilleux. C'est vrai, et c'est d'une simplicité extraordinaire. C'est que de l'humain, en fait. C'est que du ressenti, c'est que presque de l'émotionnel, alors que tout est fait pour ne pas traduire ni pathos, ni sensible, ni rien. Et c'est que sensible, finalement. C'est extraordinaire. Avec de l'humour, avec de la distance, et un regard critique permanent. C'est-à-dire, il peut à la fois... Il rapporte, il capte, forcément, il capte, et il a une approche critique, il donne, il réfléchit, il donne un truc. Ouais, alors bon, enfin, donc, Lefebvre Jean-Claude, c'est vraiment une exception pour moi, voilà. Mais cette exception, c'est le naturel, le plus élémentaire, c'est la vie au quotidien, etc. Donc voilà, on est dans cette approche-là. Et donc, je remercie quand même beaucoup Laurent Marissal qui a eu cette idée comme ça, fulgurante, de dire, mais il faut les recontacter, il faut rebalancer tout ça. Et son truc à Laurent, c'est... bon, par exemple, parler de Lefebvre Jean-Claude, c'est déjà peindre, voilà. C'est déjà peindre. Alors, on repart. Et puis, avec Lefebvre Jean-Claude, j'ai toujours pensé que moi, avec Lefebvre Jean-Claude, c'est un ami que je vois qu'il aime tous les neufs à l'âtre. C'est tout bleu que le soleil a fait de traite de ma part. Et ce truc que le fermer dans non. Et si tu dis malheureux, si tu n'as pas vu ça déjà, si c'est moi que son nom, tu dis que c'est le même que nous, si ça m'a fait sur